Platon considère que l'interrogation, c'est l'état du chien de chasse auprès d'un fourré, en état d'alerte, qui sent qu'il y a le gibier. Et c'est très vrai que l'interrogation implique comme une sorte de connaissance qui anticipe la connaissance. Il y a une sorte d'intuition. C'est pour ça que quand une interrogation est bien faite, on est déjà très orienté vers la découverte. Au fond, l'interrogation joue en philosophie le rôle de l'hypothèse dans la science. Et on sait très bien que l'hypothèse est capitale dans la recherche scientifique. Si on pose mal l'hypothèse, on cherchera indéfiniment, on ne trouvera jamais. Si une hypothèse est bien formulée, elle est bien précise, elle est une véritable hypothèse qui éveille l'intelligence, alors la recherche se fera beaucoup mieux. Eh bien, l'interrogation, c'est cela au point de vue du philosophe. J'allais presque dire l'interrogation, c'est l'hypothèse à l'état tout à fait primitif et fondamental. C'est l'intelligence qui présuppose qu'est-ce que c'est, en vue de quoi, par rapport à l'homme. Alors il y a des niveaux d'interrogation, ça nous le verrons, c'est les niveaux de recherche philosophique. Donc, mais ici, je saisis cet état tout à fait premier d'une intelligence en état de recherche. Et nous voyons bien que ces interrogations, dans leur diversité, prend donc l'homme, mobilise l'homme dans tous ses contacts avec le réel. Il serait très intéressant de se poser la question que dans les sciences expérimentales d'aujourd'hui, la biologie, la physique, quels sont les sens qui sont mobilisés par cette science? Et là, on verrait tout de suite, déjà, la différence entre le point de vue de la philosophie et de la théologie. La philosophie mobilise tous nos sens, parce que nous savons qu'aucun de nos sens ne sont indifférents pour connaître la réelle, même l'odorat, qui pourtant est un sens très affectif. C'est le sens le plus affectif. Mais l'affectivité est nécessaire pour connaître l'homme. Il y a certaines choses de l'homme que je ne connaîtrai que par une approche affective. Si je veux tout ramener à l'interrogation, qu'est-ce que c'est? Il y a des quantités de choses qui disparaissent. Et l'interrogation, qu'est-ce que c'est? Nous l'avons dit tout à l'heure. Quelquefois, appauvrit énormément, recherchant avant tout la précision, et me conduira à identifier philosophie, métaphysique et logique. L'interrogation du qu'est-ce, qui recherche les déterminations, si elle n'est pas complétée par les autres interrogations, risque très très vite de conduire, comme diraient les psychologues, à une certaine cérébralisation, un certain formalisme. Alors que l'interrogation en quoi, il n'y a pas de danger. En vue de quoi, beaucoup moins de danger. C'est très curieux et ce serait très intéressant de rechercher la spiritualité, en quelque sorte, de chacune de ces interrogations qui sont comme des formes d'intelligence. Je connaissais quelqu'un qui était dans les recherches de l'ONU et qui me disait que ça l'intéressait beaucoup. Il était assez philosophe, il était médecin et psychanalyste en même temps. Et ce qui l'intéressait, c'était de voir la manière dont les différents pays posaient leurs interrogations. Et il arrivait à dire l'Europe et l'Amérique posent toujours les interrogations du comment. Et l'Inde, les interrogations du pourquoi. Il avait noté ces choses très diverses et on comprend très bien. En vue de quoi l'homme? Tandis qu'au contraire, lorsqu'on est uniquement pris dans le point de vue de l'efficacité, alors on pose le point de vue du comment. Un monde d'efficacité ramène tout à la question du comment. Un monde qui essaie de comprendre
ce qu'est la finalité de l'homme et le sens de cette finalité, alors pose la question du pourquoi. C'est très important de comprendre cette diversité des interrogations, mais je ne reste pas sur l'interrogation. Si importante que soit l'interrogation comme moment de la recherche philosophique, on ne peut pas s'y arrêter. Heidegger dit que ce qu'il y a de plus grand en philosophie, c'est l'interrogation sur l'être. Qu'est-ce que c'est que l'être? Et pour lui, c'est ce qu'il y a de plus grand, c'est le moment d'interrogation. Je ne crois pas que c'est juste. On interroge pour découvrir. On n'interroge pas pour rester sur l'interrogation. On interroge en vue de découvrir la vérité, même si on découvre difficilement. On ne va pas rester sur l'interrogation. Alors il faut essayer de comprendre comment l'interrogation va nous conduire à une certaine découverte de ce qu'on peut appeler des sources, des principes, ce au-delà de quoi on ne peut pas aller. L'interrogation, c'est l'intelligence avide de découvrir la vérité, avide d'aller le plus loin possible, de dépasser l'aspect descriptif pour découvrir de l'intérieur ce qu'est la réalité. Et quand l'intelligence, alors, est dans cet appétit, qu'elle a suffisamment cette ardeur de la recherche de la vérité, l'interrogation prend une force beaucoup plus grande. Et ça, c'est aussi très important. Celui qui interroge en répétant n'interroge pas du tout. L'interrogation exprime toujours cette vitalité profonde de l'intelligence. Et je dirais que c'est dans la manière d'interroger et dans la force de l'interrogation que je découvre toujours la vivacité de l'intelligence et la pénétration d'une intelligence. Alors essayons de comprendre comment ces diverses interrogations vont progressivement me mettre en présence de sources, de causes, de principes, au-delà de quoi je ne peux pas aller. Quelque chose qui nourrit mon intelligence. Mon intelligence ne se nourrit pas uniquement de la description. Elle s'intéresse à la description. Elle est éveillée par l'intérieur. L'intelligence ne peut pas se contenter de l'interrogation. L'interrogation, ça vient d'elle. Et l'intelligence qui cherche la vérité ne peut pas s'arrêter sur soi. Elle cherche à découvrir la réalité dans toute sa complexité et dans son unité. Elle cherche à découvrir ce que c'est que l'homme. Alors, l'interrogation du tiesti, qu'est-ce que c'est, me conduit progressivement à découvrir ce qu'on va appeler, ce qu'Aristote a appelé la forme, la substance, la racine de toutes les déterminations, la cause selon la forme, la cause des déterminations, l'âme. C'est dans le sillage de l'interrogation du tiesti que l'intelligence découvre les déterminations premières. Et la détermination, c'est ce qui structure une réalité. La détermination, c'est ce qui donne à cette réalité son intelligibilité, qui donne à cette réalité sa signification. C'est à partir de là que nous comprenons ce qu'elle est. Qu'est-ce que c'est que l'homme? Alors on découvre en premier lieu ces déterminations visibles, palpables, les qualités sont des déterminations. Quand j'interroge pour savoir qu'est-ce que c'est, je peux très bien répondre par les qualités. L'homme, c'est un être qui est capable de rire. L'homme, c'est un être qui est capable de parler, qui est capable de rechercher, de saisir une science. Puis je peux aller plus loin et je découvre la source du sourire, l'âme spirituelle. Et je peux aller plus loin et je découvre la structure profonde de son être, sa substance. Donc, dans la recherche du tiesti, je découvre les déterminations, les formes, la structure profonde de la réalité, ce qu'on va appeler la cause selon la forme. Quand j'interroge en quoi, je découvre la matière.
La matière extérieure, c'est du bois. Mais le bois, qu'est-ce que c'est? Alors, progressivement, j'arrive à découvrir ce qu'il y a de tout à fait premier et fondamental. Quand j'interroge d'où ça vient, alors je suis en présence de cette source d'où jaillit la réalité, d'où jaillit naturellement la réalité, comme un être qui naît. Et je vois sa source, ses parents, ce qui est antérieur à lui. Et ça me donne une certaine intelligence de cette réalité, autre que de regarder ce qu'elle est. Je découvre la cause efficiente qui est extérieure à la réalité. Puisque c'est d'où vient cette réalité. Cette réalité a quitté sa source pour être elle-même. Je vois bien que la découverte de la détermination, la découverte de la matière, ça fait partie de la structure immanente de la réalité. Tandis que dès que j'interroge pour savoir d'où ça vient, je suis en face d'une source extrinsèque. C'est quelque chose d'autre que je découvre. Et si je veux découvrir en vue de quoi est la réalité, je découvre sa finalité. Or, la fin, elle est à la fois quelque chose d'extérieur et en même temps quelque chose que je porte en moi. C'est le propre de la fin. Il y a les deux. Il y a un bien que je ne possède pas qui m'attire. Et je subis l'attraction. Et quand on recherche la finalité, on regarde toujours ces deux aspects. Celui qui subit l'attraction du bien, il est finalisé. Il aime. Et comment se réalise cette attraction? Ou bien ce qu'est cette attraction? Alors je recherche le bien en lui-même et je découvre une cause extrinsèque. Et la troisième cause extrinsèque, c'est le modèle. Le modèle est toujours extérieur aussi. Alors c'est dans l'ordre de la détermination, le modèle. Je vois par là que mes interrogations me conduisent à découvrir des sources, des causes. La cause, c'est ça, c'est une source. Quelque chose de caché. Quelque chose que je ne vois pas directement et que l'intelligence seule saisit. C'est le propre de l'intelligence de découvrir un principe. C'est le propre de l'intelligence de découvrir une cause. Et de savoir que dans cet ordre de l'interrogation, je touche quelque chose d'ultime, au-delà de quoi je ne peux pas aller. C'est très bien ce lien que je découvre entre telle interrogation et telle découverte. L'interrogation me met sur la piste pour découvrir. Mais cette découverte, comment va-t-elle se faire? Comment l'intelligence, partant de l'expérience, interrogeant, découvre le principe? C'est au fond, j'allais dire, cela qui peut-être est le plus mystérieux dans notre vie intellectuelle. Et c'est ce qu'Aristote appelle l'induction. Le passage de la donnée immédiate que j'expérimente à la réalité invisible, cachée, que je dévoile, que je saisis par mon intelligence. Et que mon intelligence seule saisit. Un principe, je ne peux pas le toucher. Je ne peux pas le voir. C'est pour ça, si je restais uniquement dans une connaissance positiviste, je ne peux plus saisir de principe. Je ne peux que décrire. Si au contraire je comprends que l'intelligence est faite pour lire de l'intérieur, cette fameuse étymologie que saint Thomas reprend à Isidore, peu importe l'authenticité historique, ce qui est intéressant, c'est ce que dit saint Thomas quand il dit que l'intelligence intus lecere, lire de l'intérieur. Parce que ça c'est très actuel, et c'est vrai. C'est le propre de l'intelligence de lire de l'intérieur, alors que le propre de la sensation, c'est de rester à l'extérieur. Quand je sens quelque chose, c'est toujours de l'extérieur. Tandis que quand je connais quelque chose, je lis de l'intérieur. Alors cette lecture de l'intérieur, de l'intelligence qui saisit un principe, qui saisit une cause, à partir de l'expérience, à partir de l'interrogation,
Comment ça se fait? Pourquoi certaines intelligences sont capables de cette lecture interne? Et comment d'autres intelligences sont incapables et n'y arrivent jamais? Il y a des intelligences qui n'arriveront jamais à saisir ce qu'est un principe. Et c'est vrai que c'est très très difficile. Quand je suis devant un psychologue qui me dit « mais montrez qu'il y a des principes », je ne peux dire qu'une seule chose. Si vous l'avez saisi, vous le comprendrez. Si vous ne l'avez pas saisi, vous ne comprendrez jamais. C'était comme quelqu'un qui prétendait que l'esprit n'existait pas. Eh bien, j'ai dit quelqu'un qui n'a pas d'esprit ne sait plus ce que c'est, ne peut pas savoir ce que c'est que l'esprit. Eh bien, quelqu'un qui n'a jamais saisi ce que c'est un principe ne peut pas savoir ce que c'est qu'un principe. Parce que je ne peux pas le montrer. Je ne peux pas le visualiser. Je suis obligé, toujours, un principe de le saisir de l'intérieur. Alors, je peux montrer la voie d'accès. Et ça, c'est vrai. Et cette voie d'accès, c'est ce qu'on appelle l'induction. Et Pagogué, c'est la voie d'accès qui me conduit au principe. Alors, qu'est-ce qui me conduit au principe? Je dirais l'expérience du point de départ, qui suscite en moi une admiration, l'interrogation. Et c'est l'interrogation qui me conduit. L'interrogation me fait revenir à la réalité expérimentée. Et je veux, dans cette réalité expérimentée, alors, ne pas la regarder dans sa totalité, mais regarder un aspect de cette réalité. C'est là où je dis que l'interrogation permet la division. Et que pour saisir un principe, il y a toujours cet aspect de division. Il faut, j'allais presque dire, partager, diviser pour saisir une source. J'allais dire, c'est tout bête, hein? Une source qui jaillit. Quand je vois le jaillissement de la source n'est pas la source. Et quand je vois le jaillissement, je me dis, il doit y avoir quelque chose. Et je me mets à creuser. Et en creusant, je découvre le moment premier de cette source. L'eau qui jaillit à partir de la pierre, l'eau qui jaillit à partir d'une fissure. Et si je creuse, j'aboutirai justement à quelque chose qui explique comment il y a ce jaillissement. Pourquoi il y a ce jaillissement? Parce que j'ai saisi la source. L'intelligence, par l'expérience, voit l'eau qui coule. Par l'interrogation, elle a un regard déterminé dans un sens. Elle ne veut pas tout regarder, tandis que quand elle décrit, elle regarde tout. La qualité d'une description, c'est d'être exhaustive. La qualité de l'interrogation, c'est au contraire de laisser tomber toutes les choses secondaires, du moins toutes les choses secondaires pour le moment, qui sont des choses secondaires, pour mettre tout l'accent sur une recherche particulière. Et c'est là où l'interrogation, nécessairement, va me conduire à une certaine abstraction. Je laisse tomber certaines choses, mais consciemment, parce que je veux chercher cela. Donc je divise, je sépare, pour saisir dans la réalité ce que mon interrogation demande de saisir. Qu'est-ce que c'est? Je veux saisir la détermination de la chose. Je veux saisir sa forme qui la détermine. Je veux saisir la cause selon la forme, sa source de toutes les autres déterminations. Quand j'interroge en me demandant en vue de quoi, par rapport à l'action, un homme qui fait telle ou telle activité, un homme qui fait de la philosophie, en vue de quoi la philosophie? Pourquoi la philosophie? J'ai parfaitement le droit de me poser la question. Et même si je ne me pose pas la question, je dirais à ce moment-là, je fais de la philosophie, mais je ne sais plus pourquoi j'en fais. Et donc la philosophie perd sa signification profonde. Je risque de m'égarer. Un homme qui ne sait pas où il va, mais il est errant. C'est comme le bonhomme qui va à la gare et il dit « Monsieur, donnez-moi un billet ». Mais pourquoi un billet? En vue de quoi un billet? Ah, je ne sais pas, donnez-moi un billet. Un billet de voyage. Je veux voyager. Mais où? Ah, je ne sais pas. Et c'est ça qu'on appelle d'être errant. La plupart des hommes sont comme ça. Ils se lèvent le matin, ils vont à leur travail, ils mangent. Pourquoi tout ça? Ah, pour vivre. Mais pour vivre, est-ce que
finalité de la vie. Vivre pour un animal, c'est de permettre à l'espèce de se continuer. Ce sera donc la génération. Mais pour un être spirituel, comme l'homme, pour un être qui a quelque chose de spirituel en lui, est-ce que vivre, c'est sa finalité? Non. Il vit en vue de réaliser une recherche scientifique, d'atteindre la vérité. Si je fais de la philosophie, c'est pour atteindre la vérité. Alors qu'est-ce que c'est que la vérité? Cette vérité, c'est de saisir le réel et d'être le plus proche possible de ce réel et de pouvoir le dire et le communiquer. Et je suis vrai dans la mesure où je dis ce qui est. Mais ce qui est, non pas regardé de l'extérieur, mais ce qui est saisi de l'intérieur. Le pourquoi, l'interrogation du pourquoi en vue de quoi est extrêmement importante puisqu'elle dirige mon activité dans un sens précis. Et je lague, je laisse tomber toutes les choses secondaires. L'induction, c'est donc cette démarche d'une intelligence qui veut pénétrer plus avant dans la réalité, acceptant de diviser pour ne voir que ce qui l'intéresse et de saisir la source, la cause, le principe. Là, on est devant une démarche très particulière et très intéressante. L'induction existe déjà chez Platon, à titre d'ébauche. Aristote va la reprendre. Et je dirais que c'est la grande invention d'Aristote. Une induction que j'aimerais dire qualitative comparativement à l'induction baconienne. Et là, il faudrait bien regarder la différence entre l'induction aristotélicienne, qui est à base d'une expérience qualitative, à base, du moins, qui implique l'interrogation. Et l'interrogation montre mon intelligence dans un sens, là encore, qualitatif, pour découvrir le principe, tandis que l'induction baconienne ne me conduit pas au principe, elle me conduit simplement à voir des constantes